Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Alan Barberis, l'un des meilleurs ferristes français, c'est-à-dire pratiquant de bras de fer sportif. Actuellement en préparation pour les championnats d'Europe, il nous partage tous les détails de sa préparation, comment il s'entraîne, quelle alimentation il suit, que met-il en place pour performer au plus haut niveau, et surtout, a-t-il une chance un jour de rivaliser avec les meilleurs mondiaux? Bonne écoute. Salut Alan, t'as la forme ou quoi? Bah nickel, en pleine forme. Bon, il paraît que t'as maigri un peu alors, qu'est-ce qui se passe? T'es malade? Alors en fait, j'ai toujours habituellement tiré en moins de 110 kilos. Donc j'étais à peser à 109,9 en compétition et hors saison, on va dire, j'étais vers les 112, 113 Ah maximum. ouais, C'est mais arrivé une tu fois. montais quand même au-dessus de la catégorie alors. Oui, hors saison, je suis toujours un peu plus lourd. Oui, 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 oui. Et le jour du combat, bien souvent, parce que quand tu vas par exemple au championnat du monde, championnat d'Europe, tu as la pesée, le lendemain les bras gauches et le surlendemain les bras droits. Et en fait, vu que moi je ne tire qu'en bras droit, ça me laissait 48 heures à chaque fois pour recharger en termes de poids. Donc j'ai toujours fait comme ça. Et donc là, oui, j'ai décidé cette saison de tenter en moins de 100 kilos. Parce que bon, faut pas se cacher que j'étais un peu gras, quoi, quand même. Alors, c'était pas non plus obèse, tu vois, loin de là, mais 1m85, 112 kilos. Bon, bah, c'est sûr qu'il y avait du poids en plus, c'était pas de la fibre contractile, tu vois. Je me suis dit, on va tenter. Et puis au final, j'ai fait le championnat de France dans cette catégorie-là, que ce soit dans ma catégorie ou dans les Open, j'ai eu aucun problème à tout remporter. Et puis là, on va voir ce que ça donne à l'international, puisque je vais au championnat d'Europe le 15 juin qui suit. Ah ouais, c'est bientôt. Oui, ouais, dans une quinzaine de jours, 20 jours. Et pour maigrir, t'as fait quoi alors? Tu t'es mis à la diète classique, celle habituellement qu'on fait en muscu? T'as réduit tes glucides Euh, et voilà? alors, oui, alors pas tant que ça en fait. La perte de poids principale, mon objectif, c'était pas d'aller à moins de 100, c'était de me stabiliser entre 103 et 104. Tu vois, pour pareil, en fait, être à 103, 104 hors saison et faire un peu ce qu'on appelle un cut, on va dire les deux, 3 semaines avant le combat ou la compétition, où là, je perds ces 3-4 kilos en retirant un peu, oui, j'abaisse les glucides et puis je coupe l'eau, en fait, 2 jours avant ma pesée et puis ça suffit. Je peux largement perdre, voilà, ça fait 3-4% du poids de corps, tu les perds largement en coupant de l'eau et un peu des glucides. C'est ça, et juste Donc, en coupant de l'eau 2 jours avant, t'avais à perdre 2-3 kilos comme ça? en coupant, on va dire, en fait, je réduis les glucides et le sel une bonne semaine, 15 jours avant. En gros, ouais, c'est progressif, c'est pas du jour au lendemain. Je réduis mes portions de glucides, je réduis mon sel, donc voilà, toutes les conneries qui peuvent contenir du sel aussi. Et ensuite, je coupe l'eau pour les 2 derniers jours. Je mange pas du tout quasiment la journée d'avant la pesée, voire les 2 jours d'avant la pesée. Et c'est largement, oui, les 4 kilos, on les retire largement, largement, sans forcer. Et derrière, on reprend tout en 48 heures sans problème. Je me Ok. réhydrate, je remange bien et je prends des minéraux, il n'y a aucun problème. Moi, ça me fait penser un peu, tu sais, au système un peu de cutting dans les sports de combat, où les mecs, là, il y a un documentaire sur McGregor qui est sorti, je sais pas si tu l'as vu sur Netflix, et où Non, je n'ai pas regardé. on le voit justement, il a une sorte de, je sais pas comment on pourrait dire ça, hein, une sorte de sauna portatif où il se met dedans, Oui, oui, on voit, et donc ma question c'est, exactement. est-ce que toi, t'as déjà fait des trucs comme ça? Parce que là, tu parles de stratégie alimentaire, mais tu as peut-être des stratégies hautes pour perdre du poids. Oui, puisque la dernière fois, les derniers championnats du monde auxquels j'ai participé, donc c'était 2021, si j'ai pas de bêtises, j'étais arrivé et je crois que 24 heures avant la pesée, il me restait encore 2 kilos, 2 kilos 5 à perdre. Et l'hôtel dans lequel on était avait un sauna. Donc, je n'ai pas mangé, je buvais pas et sauna, sauna, sauna. Et puis, sans problème, j'ai perdu mon poids. Mais en sachant que, entre guillemets, moi, je suis un petit joueur, hein, parce que moi, je n'aime pas, en fait, faire des water cuts extrêmes. Pour moi, c'est pas sain. Et puis, j'aime pas ça, tout simplement. Donc, moi, je perds, voilà, 3-4 kilos. On parle d'un mec de 100, 110 kilos. Donc, on est à maximum 3-4% du poids de corps. Moi, je connais des collègues dans le bras de fer. De mes yeux, j'ai vu des mecs passer de 78 à 71 en un rien de temps. Et 2 jours ou le lendemain reprendre déjà 6 kilos, hein. J'ai déjà vu des situations assez extrêmes. Bon, ça peut fonctionner quand il y a 48 heures comme ça pour recharger. Maintenant, quand il y a des compétitions où, par exemple, on va être pesé le matin et on attaque l'après-midi, c'est
complètement à déconseiller, hein, parce que là, le bras de fer, c'est pas un sport où il faut s'amuser à venir déshydraté. Hein. Ouais, mais j'allais dire, et d'un point de vue force, quand tu perds ces 3-4 kilos rien que pour toi comme ça, est-ce que tu perds pas de la force justement? Alors, honnêtement, non. Je pense. Alors, j'ai pas pu. Moi, voilà, j'aime pas parler au ressenti. J'aime faire des expertises précises avec, par exemple, des dynamomètres de force et tout, tu vois, pour vraiment contrôler est-ce qu'il y a des pertes de force quand je fais des pertes de poids. Mais ça, j'ai jamais pu le faire pour un water cut le jour de la compétition. J'ai toujours été en forme. J'ai jamais eu de manque de force sur un combat. Je me suis toujours senti au top. Par contre, là, ta question, elle prend son sens quand je suis passé de la version 110 kilos à la version 100 kilos. Là, je contrôlais, en fait, quasi chaque semaine, mes axes de force principaux pour le bras de fer avec un dynamomètre pour savoir, en abusant, hein, à la décimale près, au gramme près, la puissance que j'étais capable de développer. Et c'était, entre guillemets, mon indicateur. Si je voyais qu'il y avait des axes importants bras de fer qui baissaient de manière drastique en force, clairement, je mettais le haut là, c'est que je perdais de poids trop vite et que voilà. C'est la première fois que je perds des 10 kilos, donc on va dire que je l'ai fait en alimentation, honnêtement, pour passer de 112, 113 à 103, 104. J'ai pas changé énormément de choses, j'ai juste arrêté les merdes, donc parce que voilà, moi je suis pas. Bon, confesse-toi, vas-y, je t'écoute. Voilà, je sais que toi, ça va te faire du mal à entendre ça, mais tu me connais quand même un peu et tu sais que moi, je mange ce que j'ai envie de manger, je bois ce que j'ai envie de boire, voilà, quoi que ce soit. Voilà, dans mes pâtes, il y a 3 kilos de parmesan, c'est un sachet par Ah, repas. c'est du parmesan aux pâtes, en fait. Normal. Voilà, c'est du parmesan aux pâtes. J'ai envie de me faire 2, 3 cocktails un soir, même plusieurs soirs, c'est comme ça. Donc j'ai toujours fonctionné comme ça. Je fais évidemment très attention d'avoir minéraux, mes vitamines, d'avoir quand même des bons acides gras, d'avoir mon taux de protéines sur la journée. Donc je me calque à peu près à 1,8 g par poids de corps. Ça, c'est contrôlé. Le litre d'eau que je vais boire, c'est contrôlé. Mais tout le reste, tant que je rentre dans ma catégorie de poids et que je performe, j'en ai rien à faire. Ok, donc Donc t'as juste arrêté les écarts, en gros, tu les as diminués et ça a suffi. alors, oui, alors ça, il y a ça. J'ai réduit les écarts, oui, mais j'ai augmenté mon niveau de sport de manière, j'ai quasiment doublé. C'est-à-dire qu'avant, je faisais un peu que muscu bras de fer, et pendant cette période, je me suis remis à faire de la natation, de la course à pied, de la marche rapide, des sports de combat. Donc, Oh là, putain, mais t'as bombardé, là. Qu'est-ce que tu prépares? ouais. Un triathlon ou quoi? Alors non, bah, en fait, moi, faut savoir que j'ai un peu toujours aimé le côté athlète complet. C'est-à-dire que oui, je fais du bras de fer, oui, je me spécialise là-dedans, mais j'ai pas envie d'être un gros tas incapable de monter une corde ou de courir un sprint 400 mètres. Enfin, tu vois, j'aime être assez complet. Et partant de là, c'est vrai que c'est aussi pour ça que il y a le fait que je voulais tenter en moins de 100 kilos ma saison, mais il y a aussi le fait que je me sentais pas forcément bien à 112 kilos. Je me sentais moins fonctionnel. Je le voyais quand je faisais des sports de combat avec des amis, ben ouais, je suis moins efficace. Quand je veux courir, c'est compliqué. Quand je fais de la montagne, c'est plus lourd. Je me suis dit, j'arrive sur la trentaine. Je préfère en fait l'attaquer à un poids de corps correct et maintenir ce poids de corps plutôt qu'arriver à 35, 40, 45 ans et me dire bon en fait là tu fais 116 kilos mon gars, maintenant faut les perdre parce que ça va pas être facile. Puis quand t'es nati, tu sais que ça prend encore plus tout son sens cette histoire entre guillemets d'entretenir son corps vraiment tout le temps parce qu'il pourra pas y avoir de changement magique sur 6 mois si un jour je décide de perdre 10 kilos à 40 ans quoi. Bien sûr, et puis ce sera beaucoup plus dur. Je vais revenir sur un truc Exactement. que t'as cité. Tu parlais de dynamomètre tout à l'heure. Tu utilises Oui. quoi comme dynamomètre pour contrôler tes axes de force? Alors en fait, au début, j'utilisais un dynamomètre traditionnel, les gros boîtiers orange là, pour peser les charges. Et en fait, je me suis aperçu que le mieux, parce que celui-là, il te donnait la charge en temps réel, mais il te donnait pas le maximum enregistré. Et donc maintenant, quand je calcule mes axes, alors je sais pas si tu as vu les vidéos où je testais à un moment donné, je voulais avoir le record du monde dans ma catégorie de grip avec le dynamomètre officiel. Ouais, j'ai pas Euh, vu, j'ai pas suivi ça. je t'enverrai en fait, c'est le grip, il s'appelle le GM 150, donc on peut le trouver facilement. Ok. C'est des mecs dans les pays de l'Est, ils ont fait pas une fédération, mais une organisation officielle avec un classement online et voir qui a le plus de grip en fait au monde. Et quels que soient les athlètes, qui que tu sois, tu peux participer. Il y a des classements. Et moi, dans ma catégorie de poids, j'étais pas mal parce que je m'approchais de la troisième ou deuxième place au Et monde. donc ça veut dire combien en kilos ça en termes de poigne? Moi, mon record, il est à 136,5 kg. Ah ouais, putain. Bah, tu sais, Euh, moi j'ai le classique là, le petit truc qui se vend à oui, 30 en euros. plastique. Ouais, truc en plastique. Ouais, Donc ouais, je le casse.
Ouais, Pas bah, de je me dis parce problème. qu'il est limité, je crois, à 80 ou 90 kilos, un truc du C'est style. ça. Ah ouais, 89,9 et à 90, il te met erreur. ok, ah ouais, putain, 136 kilos dans la poigne. Oh, Ouais. putain. Allez, faut pas t'énerver parce que tu mets la main sur quelqu'un, tu lui arraches tout. Du coup, voilà, c'est maintenant en fait, j'utilise ce module pour peser les charges mes axes de force, parce que là, du coup, au moins, ça me bloque, ça m'enregistre la donnée maximale. Donc, ça montre entre guillemets le pic de force maximal que j'ai pu déployer. Donc, à l'heure actuelle, c'est ça que j'utilise en dynamomètre pour répondre à ta question. Ok. Je reviens sur le bras de fer parce qu'il y a pas mal de personnes, je pense, qui vont écouter aujourd'hui, qui connaissent pas trop cette discipline, qui se disent, mais attends, le bras de fer, c'est le truc que tu fais avec tes potes. Moi, je me souviens, c'était quand on était au collège ou au lycée, on fait des conneries comme ça. Et donc, moi, j'ai cette question, c'est comment toi, t'as découvert le bras de fer et surtout le bras de fer en compétition et que t'es sorti du cadre du bras de fer, on va dire, rigolo, quoi. En fait, ça a vraiment rien à voir. Oui, c'est ça. C'est que nous, on se nomme le bras de fer sportif. Voilà. C'est que c'est une vraie discipline affiliée à la FF Force, donc reconnue par le ministère des Sports. Et ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on peut faire le bras de fer sur une table, un comptoir ou quand on est au collège, quoi. C'est comme comparer de la bagarre dans la cour avec du MMA pro, en fait. Ça n'a rien à voir. Et donc moi, je l'ai découvert, alors par hasard. Alors oui, je faisais des bras de fer un peu comme tout le monde, de ce que j'aime bien appeler les bras de fer de bar, hein. Donc depuis que je suis petit, avec mon père, mon grand-père, mes copains, j'ai gagné souvent à l'école, enfin tout le temps en fait. Et au travail, donc j'avais alors 18, 19 ans, au travail, j'avais des livreurs, des camionneurs qui venaient et avec mes collègues, on se chauffait, on faisait des bras de fer et j'ai gagné tout le temps. Et j'ai un collègue à moi qui est dans la ville où je travaille, il est élu à la mairie au niveau du sport. Et il m'a dit, mais tu sais, je savais pas que ça existait, mais il y a une association qui vient de s'ouvrir chez nous, c'est du bras de fer sportif. J'ai dit, ah bon, alors ça m'a intrigué. Il m'a dit, ouais, j'ai rencontré le mec, super balèze, il est super fort, faut que tu le rencontres pour essayer. Donc j'ai dit, bah allez, on y allait, on est allé à la salle. Et puis par hasard, en fait, j'ai découvert comme ça par hasard. J'ai fait un bras de fer, je me suis fait éclater. Ah, Il tu n'y t'es fait avait pas la éclater quand même au début, moindre. alors. Mais bah, la personne elle est plus lourde que moi, mais surtout elle en faisait. Elle en faisait depuis 2-3 ans. Et du coup, elle m'a tué. Enfin, c'est pas tant le fait qu'elle m'ait gagné, c'est le fait qu'il y avait. J'ai compris qu'il se passait quelque chose dans la main. J'ai compris que c'était pas un bras de fer comme je le faisais habituellement. Il y avait un contrôle total en fait de ma main. Et j'ai perdu, donc je n'ai pas que j'ai pas aimé parce que je suis bon perdant, mais ça m'a motivé. Je me suis dit, non, mais là, il faut que je le gagne, il faut que je vais apprendre. Du coup, je suis rentré dans le club, et puis là, la boîte de Pandore s'est ouverte. J'ai découvert le bras de fer sportif, et avec le peu d'informations qu'il y avait. Alors, il n'y en a pas des masses non plus maintenant comparé à d'autres sports, mais je dirais à l'époque, c'était encore pire. Il y avait un contenu francophone quasi zéro. C'était compliqué. Donc j'ai fait comme j'ai pu pour apprendre. Et puis ce que j'ai aimé, moi en fait, je viens soit des sports de force, soit des sports de combat. Et comme je l'avais déjà dit dans d'autres interviews, en fait, quand je faisais des sports de combat, bah, l'entraînement en force me manquait terriblement. Donc j'y revenais tout le temps. Je retournais en salle. Et au bout de 1, 2, 3 ans à faire de la force, en fait, la combativité me manquait. J'avais besoin d'affronter quelqu'un. Et du coup, là, j'ai trouvé le mariage parfait, puisque ça s'assimile à un combat et quand même à de la lutte de bras. C'est limite du grappling au niveau du bras, mais je m'entraîne avec des charges additionnelles et c'est de la force, quoi. Mais j'ai une question avant ça, c'était quoi ton gabarit quand t'as commencé le bras de fer? Quand j'ai commencé le bras de fer, alors j'avais vers les 21 ans, 21 ans, je crois que je faisais à peine 100 kilos, à Ouais, peine 100 kilos. t'étais déjà bien solide quand même, t'étais Oui, pas j'étais un petit solide. maigrichon. Moi, j'ai commencé la musculation avec les forums super physiques hein, à 15 ans. Donc ça fait voilà, j'avais quand même 6-7 ans de pratique de musculation. Il y a une période où j'ai coupé pour les sports de combat, mais bon, malgré tout, ça reste. J'ai gardé même pendant les 2-3 ans de sport de combat, tu gardes ta force quoi. Tu gardes ton gabarit. Donc oui, non, j'étais déjà costaud. Après la version 100 kilos en 2020, c'est commencé en 2015. C'est pas la même version 100 kilos de moi maintenant. Heureusement. Ah bah heureusement Heureusement. évidemment. Ah non, ça n'a strictement rien à voir, que ce soit en performance ou en visuel. C'était quoi la principale différence que t'as vue quand t'as essayé le bras de fer sportif pour la première fois avec ton bras de fer un peu de rigolo? Euh, alors, sans que le mec en face m'explique, la première différence, je te dis, c'est vraiment cette sensation que l'autre te contrôle totalement.
pas juste tu as un mur, tu peux pas pousser, mais il contrôle tes doigts, il contrôle ton poignet, il contrôle tout. En fait, t'as un cobra qui t'a pris la main et tu peux plus rien faire. Et ensuite, quand la personne t'explique pourquoi il te bat, pourquoi il te contrôle, là, je me suis dit, bah, déjà, t'as le cerveau qui fume, parce que quand on te donne toutes les informations, tu fais, ouh là là, mais c'est ça le bras de fer. Et en fait, tu te dis, ah oui, d'accord. Donc moi, j'avais la pointe de la pointe de la pointe de l'iceberg. Et là, il y a 3 kilomètres de profondeur sous l'eau, quoi. Donc, il va falloir creuser. Et en fait, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est technique? Qu'est-ce que c'est technique, quoi? C'est justement là où je voulais en venir parce que on pourrait s'imaginer que lorsque tu fais de la musculation classique, et ben ça suffit pour être fort au bras de fer. Et donc, quand tu étais venu à Annecy, donc à ma salle de Super Physique Gym, on s'était un peu amusé et j'avais vu que c'était hyper spécifique. Donc, j'avais regardé plein de vidéos pour m'informer tout ça. Mais là, en gros, tu fais des entraînements de musculation spécifiques au bras de fer, si je comprends bien. Alors, bah, si tu veux, je peux te donner une semaine type. Ouais, je veux bien. Alors, une semaine type quand je me prépare donc pour un championnat. Alors, vu que, comme je l'ai dit, il y a une notion de combat, il va y avoir déjà deux choses à distinguer. Un, c'est la partie renforcement en salle, on va dire, avec des charges additionnelles. Et deux, la partie sparring. Parce que tu peux avoir la force que tu veux, si tu ne vas jamais la transférer sur la table avec des sparring partners, ça donnera rien. C'est-à-dire que tu prends quelqu'un qui fait que du renforcement spécifique, qui est très 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 fort, qui n'a jamais fait de bras de fer de sa vie, bah il va se faire éclater, c'est évident, parce qu'il y a une notion de technique qui est immense. Donc il faut répéter, répéter, répéter les mouvements sur la table, de la même manière qu'un boxeur thaï, il va répéter ses 1000 low kicks par jour sur un sac. Tu vois, c'est un peu une analogie, voilà. Donc moi, ma semaine type, on va dire que je vais avoir deux grosses séances de renforcement musculaire général. Donc ça, c'est de la muscu pure. Donc, Donc muscu haut du classique, corps. donc tu fais quoi? Tu fais développé couché, des tirages, des Alors trucs comme ça? oui, voilà, c'est ça, c'est clairement ça. Ça va être de développer des tirages. Euh, c'est vraiment basique. Il y aura les épaules, donc de l'élévation latérale, de l'oiseau, de la rotation externe, de la rotation interne. Pas besoin parce qu'en bras de fer on le fait tout le temps. Par contre, pour compenser, je fais beaucoup de rotation externe. Donc ça va être vraiment, voilà, je vais avoir un volume assez important sur deux séances. Sur la semaine, Est-ce que ces séances-là, elles sont importantes justement pour t'aider à performer en bras de fer au-delà du renforcement musculaire? Est-ce que tu as besoin d'une certaine force sur ces exercices-là pour justement être vraiment performant sur la table? alors, on va dire que on n'est jamais trop fort. Donc, c'est sûr qu'il faut pas mettre toute l'énergie dans ta prépa pour le bras de fer pour dire, bah, tiens, je vais gratter 1,5 kg au dopé couché, 2 kilos Voilà, ici. c'est ma question. Est-ce qu'il y a un minimum de force? Tu sais, dans certains sports, je me souviens d'un vieux bouquin que j'avais lu sur les sauteurs à la perche. Il disait, au-delà de 130 kilos développé couché, bah, ça servait à rien de se dépouiller. Ils avaient remarqué que c'était à peu près le niveau qu'il fallait avoir. Tu vois, en kayak, pareil, Oui, on c'est dit, si ça. tu fais Eh 1,5 fois ben, ton poids de corps, est-ce qu'au bras de fer, il y a un truc comme ça? ouais, ouais, ouais. On dit que pour mes catégories de poids, quand on arrive à pousser 150, 160, Donc voilà, voilà, c'est donc déjà, pareil, 1,5 fois son poids de corps, c'est bien, quoi. ouais, c'est bien. Parce que après, c'est pas que tu prends un même athlète, tu lui mets un bench à 200, évidemment, ça pourrait être que bon. Maintenant, faut voir autre chose que ça. Faut se dire que pour passer de 150 à 200, il va dépenser une énergie et prendre des risques de blessures qui sont immenses. Et c'est peut-être pas dans la balance, c'est peut-être pas pertinent. Peut-être que ce temps-là, cette énergie-là, il faudrait qu'il la passe sur la table de bras de fer ou à renforcer son poignet. Et c'est là où je veux en venir. C'est qu'entre guillemets, j'ai commencé par le moins spécifique. Donc, c'est les deux séances musculation haut du corps. Donc ça, tu fais ça quand? Ensuite, Quel jour et quel jour tu fais? alors les jours, je pourrais pas te les donner. C'est Ça varie. approximatif. Oui, ça varie. J'ai pas Et de jour c'est ultra les deux mêmes fixe. séances? Non, je varie, je varie, je varie. Je varie mes tirages, je varie mes exos, pec, épaules, voilà. Ok. Donc pareil, il n'y a pas une règle absolue, parce que on va dire c'est ce qui a le moins besoin d'être cadré au millimètre, entre guillemets, Et puisque donc, je le sais. est-ce que tu fais des cycles là-dessus? Je sais pas, je dis des conneries, mais genre un coup tu dis bah tiens, je vais essayer de prendre du muscle et après je vais essayer de prendre plus de force ou tu fais tout le temps pareil. De manière générale, sur ces exercices, je fais toujours pareil, c'est-à-dire que mon rep range, il est, on va dire, entre 8 et 15 répétitions, Ok, donc en ouais, c'est gros. vraiment du renforcement. T'es pas dans le chercher la force, Non, non, la gamme de non. force. Après, de ce que j'ai remarqué, quand je faisais à la salle, on se fait des petits concours, par exemple, de traction lestée. Honnêtement, que je m'entraîne 2 mois avant en série de 10 ou en série de 3, il n'y a pas une différence monstrueuse sur ma perf après en traction lestée, tu vois. Ouais, bah moi c'est Euh, pareil, donc je comprends bien. Mais voilà. on sait jamais. Je pose la Euh, question. ouais, ouais, donc voilà, je préfère travailler sur ce genre de format. Et ensuite vient les séances en renforcement spécifique. Donc là, on rentre vraiment dans le cœur du bras de fer et c'est vraiment ça
qui illustrent mon quotidien. Donc, c'est des renforcements musculaires avec charge additionnelle sur poulie ou poids libre, sauf que c'est axé énormément sur le poignet. Alors, Alors, c'est quoi le poignet? C'est-à-dire que tu vas faire quoi? Des flexions de poignet, des extensions de poignet? Voilà, c'est là où j'allais en venir. C'est quand on dit le poignet, les gens, ils comprennent pas trop, ou alors ils voient bêtement la flexion de poignet, bon, ce qui n'est pas bête, parce que c'est un exercice extrêmement important, la flexion palmaire. Mais il y a énormément d'autres axes. C'est-à-dire qu'avec le poignet, tu as le mouvement de pronation, il y a le mouvement d'inclinaison radiale, il y a le mouvement de supination, il y a le mouvement d'inclinaison ulnaire. Donc là, il n'y a pas la caméra, donc je peux pas tout montrer, les gens pourront pas voir, mais ils pourront se renseigner. Mais c'est des axes, en fait, c'est tous les mouvements que le poignet peut faire et qui seront utiles sur la table de bras de fer. Et quand, par exemple, moi, j'aime bien quand les gens, des fois, tu sais, je fais des démonstrations de bras de fer à différents événements et les gens, ils me disent, mais c'est quoi ta semaine pour t'entraîner? Comment tu fais? Et quand c'est des mecs qui je vois qu'ils viennent de la muscu, tu vois, que c'est des go muscu basiques, et ben, je leur dis, ben, écoute, c'est simple. Toi, tu fais lundi pec, mardi dos, mercredi jambes. Ben, moi, je fais lundi pronation, mardi flexion palmaire et inclinaison radiale le mercredi. C'est vrai, tu découpes comme ça? Alors, ça m'est arrivé. Là, je dis plus ça pour imager, même si oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de faire un jour par axe. Ça m'est arrivé. C'est pas la manière dont je travaille maintenant. Donc maintenant, je préfère en fait coupler, c'est-à-dire que je fais, on va dire, 2 axes par séance. Par exemple, cupping, pronation. Donc cupping, c'est flexion palmaire. Tu vois, flexion palmaire, pronation. Ensuite, j'y retourne, je refais une flexion palmaire, mais derrière avec de l'inclinaison radiale. Voilà. Une autre séance qui est importante, c'est ce qu'on appelle le travail du side pressure, donc la poussée latérale. Là, c'est clairement l'aptitude à pousser en fait sur la table. Donc, c'est un mélange de poussée triceps et de rotation interne de l'épaule. C'est un peu le mouvement basique que les gens ont du bras de fer. Tu sais, tu te places et tu pousses juste en faisant une rotation interne de l'épaule. Ouais, non, mais je vois bien parce que Voilà. j'ai regardé notre vidéo qu'on avait fait avant, donc. Ben voilà, ben cette notion de poussée est très importante. Donc, j'ai en plus des axes de poignet, une séance axée sur le side pressure. Mais donc, moi, quand tu me dis ça, comme j'y connais, je vais celui-là qui a jamais vu de vidéo, mais je me dis, bah, tu fais un mouvement de flexion palmaire, un mouvement de pronation, et puis ta séance, elle est finie. C'est ça? Alors non, pas un mouvement, parce qu'en fait, on n'utilise pas des poignées traditionnelles. On a les mecs qui font du bras de fer. Normalement, quand ils arrivent dans une salle, on est tous pareils, un sac de sport avec un véritable coffre à jouets. Et quand on l'ouvre, les gens comprennent pas ce qui se passe. Parce que les jouets, ils ressemblent à de tout de rien. En fait, c'est des poignées qui sont faites pour venir mimer la manière dont on va devoir diriger notre force sur la table. Donc, par exemple, on a des poignées pour venir fléchir les doigts et faire une flexion palmaire, mais l'axe sur lequel va rouler le fat grip, il est désaxé, par exemple, pour venir taper le bout des doigts. Donc, c'est difficile avec la voix uniquement d'écrire en fait toutes les poignées, mais on a vraiment des poignées qui sont spécifiques au bras de fer. Et donc, quand par exemple je vais venir travailler ma flexion palmaire, je vais venir la travailler avec une poignée pour par exemple axer le travail sur les doigts, puis le travailler avec une autre poignée ou avec un angle par exemple différent au niveau de la poulie, où là je vais un peu délester les doigts et je vais beaucoup plus travailler sur les fléchisseurs du poignet eux-mêmes. Ok. Et ces poignées, parce que j'avais regardé, à l'époque, ça se vendait que, je crois que c'était en Russie ou dans les pays de l'Est, ou aux US. Et est-ce qu'on en trouve maintenant en France? Alors je crois qu'il y avait un site, sur des bras-de-fer.fr qui vendait du matériel d'entraînement bras de fer. Ok. En sachant que oui, au début, c'était assez compliqué. Enfin, il n'y avait pas de Ouais, je me souviens, et puis il fallait commander, je sais plus, c'était un truc genre 250-300 € tout de suite pour avoir voilà. la majorité des poignées. Alors, il y a 2 choses à retenir. C'est que déjà maintenant, ça a pas mal changé, que ce soit sur Amazon, Google, un peu partout. Tu trouves très facilement, vraiment, même AliExpress. Sur AliExpress, maintenant, ils font tout l'entraînement pour le bras de fer. Donc, tu peux trouver facilement. Mais en plus de ça, la plupart des poignées sont, entre guillemets, facilement... on peut les faire facilement de manière homemade. C'est-à-dire que moi, j'ai des poignées qui se vendaient 60-70 balles sur des sites polonais. Moi, avec 11 €, je m'en construisais 2 à Leroy Merlin, quoi. Et c'est les mêmes. Enfin, il n'y a aucune différence en termes de qualité de travail. Donc, c'est vrai que les poignées, soit on les achète, soit on se les fait nous-mêmes, mais maintenant, c'est assez facile d'en avoir, quoi. Donc ça veut dire que, là je reprends ton exemple d'entraînement, une séance d'entraînement, tu as 2 séances de muscu classiques,
et tu as 3 séances de renforcement 3 à bras de fer? 4 spécifiques, ouais. 3 à 3 à 4 4. spécifiques, voilà. Et quand tu fais ce spécifique, est-ce que tu as le sparring qui est intégré juste après la séance? Voilà, alors moi c'est un cas un peu particulier dans le sens où alors c'est con parce que ce qui me manque à mon niveau pour encore passer des caps, c'est plus tant dans la progression en force parce que j'ai déjà un niveau de force sur la plupart des axes qui fait partie voilà du niveau mondial largement. Moi, ce qui va me manquer, ça va être d'avoir des gens bien plus aguerris, techniquement parlant, que moi, sur la table et pratiquer avec eux pour qu'ils m'apprennent. Le problème, c'est que quand tu es le plus fort dans un pays, c'est compliqué. Moi, en France, des gens qui vont être plus forts ou techniquement, voilà, meilleurs, il va y en avoir deux ou trois, mais parsemés à Paris, Lyon, Bruxelles. Donc, enfin, c'est très compliqué pour moi de faire des sparring de qualité qui vont me servir. Donc, je fais très peu de sparring. Mais quand j'ai possibilité d'être avec des gens qui font du sparring, alors oui, soit j'intègre le sparring après mon spécifique, soit je fais carrément des séances entièrement dédiées au sparring. C'est-à-dire que je rajoute le week-end une dédiance sparring où je viens faire que ça. Ok. Mais ça veut dire que, donc là, tu fais des sparring avec des gens qui ont un moins bon niveau, mais t'en fais quand même un peu après tes séances? J'en fais très peu. Honnêtement, en ce moment là, je suis en prépa pour les Europes, même les prépas pour les France qui ont eu lieu là début d'année. J'ai dû faire une fois, deux fois, trois fois maximum dans la prépa de la table avec des collègues, quoi. Parce que faut bien comprendre que même s'ils sont beaucoup plus légers et faibles que moi en termes de performance, on peut toujours compenser avec des élastiques. Je peux toujours trouver un mec de 75 kilos dans mon club où si je lui place bien les élastiques, c'est-à-dire qu'en fait sur la table, en plus de prendre sa main, je vais avoir des élastiques qui vont me tirer sur la poussée latérale ou qui vont me tirer la pronation, suivant comment je mets l'élastique. Donc ça, c'est toujours, on peut toujours faire comme s'il était très fort. Par contre, on peut pas lui donner une expérience et une technique digne d'un mec des pays de l'Est qui aurait fait 30 ans de bras de fer. Donc moi, ça m'intéresse pas tant que ça de sparring pure force où je n'apprends pas techniquement. Voilà, comme je t'ai dit, j'en suis à un point dans ma carrière sportive où ce qui me manque, c'est pas tant la force, c'est pas m'expliquer comment gagner de la force parce que ça fait 15 ans que je pratique les sports de force, donc j'ai bien compris comment progresser. Ce qui me manque, c'est quelqu'un pour me guider techniquement et pour me faire passer des caps techniques. Malheureusement, je suis sur Nice et je n'ai pas ça sous la main. Et justement, c'est un point que je voulais aborder avec toi. Dans certains pays, les ferristes, les pratiquants de bras de fer, sont professionnels, sont soit payés par l'État, soit ont des arrangements. Tout à l'heure, tu parlais, donc c'est vraiment que j'ai pas trop suivi le milieu, mais voilà, vous êtes rattaché à la FF Force. Donc, est-ce que d'une part, toi, tu es athlète de haut niveau en tant que membre des équipes de France, et d'autre part, est-ce que justement en tant qu'athlète de haut niveau, tu as des aides de l'État ou des aménagements en termes de travail pour pouvoir t'entraîner Alors plus ça, ou en fait, mieux? Comment ça se passe? la notion de sportif de haut niveau, on est en train d'y travailler. Alors quand je dis on, c'est principalement au niveau du bras de fer sportif, c'est Emeric Pradine qui gère ça au niveau de la fédération. Donc ça, c'est important. Euh, Moi, personnellement, à l'heure actuelle, je suis pas un sportif de haut niveau, comme aucun ferriste ne l'est. Mais pourquoi pas, tu vois, je pourrais peut-être mieux te répondre dans 1 an ou 2 ans, parce que les choses changent beaucoup en ce moment. Donc, c'est-à-dire que là, tu as un travail à côté? Ah bah oui, j'ai même plusieurs travails, hein, oui, oui, Mais clairement. qu'est-ce que tu fais alors comme travail? Allez, je fais une caricature, t'es videur de boîte. Alors la caricature, elle est pas. Alors oui, là c'est caricaturé parce que en ce moment je travaille pour les hôpitaux moi de Nice, donc je suis dans la logistique, donc tu vois ça n'a rien à voir. Je gère aussi une salle de musculation en parallèle, donc je fais de la permanence en salle. Voilà, j'aide les gens dans la salle. Par contre oui, par le passé j'ai fait de la sécurité, j'en ai beaucoup fait. En ce moment je n'en fais pas, mais voilà donc moi j'ai un travail totalement normal et le bras de fer de toute façon à mon niveau ne peut pas me permettre de vivre. On est en France et honnêtement. Ah oui, j'ai eu un sponsor par-ci par-là qui me fournissait des suppléments alimentaires. Je vais être aidé pour des déplacements. C'est-à-dire que la fédération elle va me payer mes déplacements si je vais aller dans un pays faire un- une compétition, ça oui. Mais c'est pas ça qui fait vivre, loin de là. Ok, ouais, c'était ma question parce que là, en fait, et je te pose, j'en rajoute une. Ce qui te manque, on voit bien, c'est d'être entre guillemets professionnel pour pouvoir être plus proche de ceux qui ont un bon niveau et à qui tu pourrais progresser pour l'émulation collective, la technique, tout ça. Et en même temps, est-ce que toi, tu aurais envie de ça? Oui, c'est sûr que moi c'est ma passion. C'est-à-dire que je le fais, mais c'est vraiment une passion. Faut savoir que le bras de fer,
c'est quand même un sport un peu extrême. Ça fait mal. Donc, si je gagne pas d'argent pour faire ça 6 fois par semaine depuis 8 ans, c'est que c'est une passion énorme. Donc, moi, plus ça va se rapprocher du côté professionnel, plus je vais pouvoir m'entraîner de manière qualitative en délestant, par exemple, mon travail personnel que je fais actuellement. Donc, voilà, ce sera toujours bénéfique. Évidemment, c'est vers ce vers quoi je vais me tourner. Ok. Alors, je pose la question, qu'est-ce qui te manque par rapport aux meilleurs mondiaux? Euh, je sais qu'il y a, Alors, il y a plusieurs fédérations, donc j'ai du mal à suivre. Est-ce que tu peux un peu m'éclairer là-dessus? en fait, Euh, ça, c'est assez simple. Pour résumer de manière simple, hein, il y a le chemin officiel affilié au ministère des Sports de chaque pays. Donc, nous, c'est la FF Force à laquelle nous sommes raffiliés. Et au niveau monde, ça s'appelle la WAF, WF, World Arm Wrestling Federation, qui est Fédération mondiale de bras de fer. Ça, c'est le cheminement officiel. Donc, chaque pays, en fait, envoie les meilleurs athlètes aux Europes et au monde, et ça fait des classements par catégorie de poids. À côté de ça, parce qu'il y a plein de gens qui me disent oui, mais il est où Devon Narat, il est où Levan, on le voit pas dans ces trucs-là. Par exemple, parce que c'est les plus Oui, oui, connus. voilà, c'est pour ça que je te parlais de ça, parce que Et en fait, ces genres de personnes sont hors circuit officiel. Ils tirent en fait juste, donc eux ils font peu de tournois déjà, ils font souvent des vendettas. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les vendettas c'est pas sous forme de tournoi. Les vendettas c'est on affronte une personne, uniquement une personne dans la soirée, en 5 rounds. Voilà. Le premier qui arrive c'est à genre 5 un rounds va défi, gagner. c'est genre je dis Alan, je vais t'éclater, et puis hop, on Voilà. organise une vendetta, quoi. Voilà. On dit bah dans 6 mois il y a une vendetta, toi et moi. Voilà. Ok. Donc ces gens-là en fait sont dans des organisations privées. Et pourquoi? Bon, il y a le côté évidemment financier, c'est-à-dire que des combats comme va faire Devon Larratt, Levan et tout ça à ce niveau-là, bah, tu peux taper à 30-40 000 euros ou dollars, je ne sais pas, mais par combat, tu vois. Nous, si tu es premier monde, là, si à la WAF demain je fais premier, j'ai 0 euros. Mais j'allais dire, t'as un t-shirt et un pot de protéines, peut-être. J'ai même pas le t-shirt. Le t-shirt, c'est à moi de l'amener. C'est le t-shirt de la Fédération de France. Tu vois, je dirais, c'est la fédération qui te paye ton t-shirt, mais je veux dire, la WAF ne te donnera rien, quoi. T'as ta médaille. Alors après, ça dépend. Tu as des pays où tu vas être, je sais que voilà, dans plein de pays de l'Est, tu fais une première place au championnat du monde. Quand tu reviens, tu es très bien accueilli. Tu as des aides. Enfin voilà, tu es énormément soutenu par ton État. Alors, écoute, si un jour j'arrive à faire premier, je te dirai ce qu'il en est en France, mais ce sera pas autant que dans d'autres pays. Faut comprendre qu'il y a dans d'autres pays, c'est vraiment une vocation. Quand on parle par exemple du Kazakhstan, tu peux taper sur Google Shardara Arm Sport. Sur Shardara Arm Sport, pour donner une idée, tu vois des centres d'entraînement de la taille d'un énorme centre commercial. Il y a écrit enfin, il n'y a pas écrit, mais en immense, il y a 2 mains qui font un bras de fer en doré devant l'entrée de la résidence. Enfin, c'est immense, c'est prestigieux. Et il y a des grands préaux. Et tu as des enfants de 5 ans, 6 ans qui commencent à s'entraîner ils sont 50 dans la pièce, quoi. Et est-ce que ça, c'est des endroits où tu as déjà été, justement? C'est un peu ces temples du bras de fer? Alors, ce temple-là, le Shardram Sport, je n'y suis pas encore allé. Je vais au Kazakhstan en fin août, début septembre pour les championnats du monde. Alors, je ne serai pas, dans mon avis, dans ce camp d'entraînement, parce que bon, ça n'a rien à voir, la compétition se fait ailleurs. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est dans les tuyaux avec la fédération et notamment Aymeric Pradine qui essaye de faire en sorte de, pourquoi pas, faire des training camps dans ce genre d'endroit. Mais ouais, parce que ce qui serait bien, c'est que tu puisses justement aller au contact Des des meilleurs. meilleurs, on va dire, d'aller dans les pays où c'est des sports vraiment nationaux et très développés. Et c'est ça, parce que quand on arrive et qu'on tombe sur des instructeurs, ils sont peut-être une dizaine d'instructeurs de bras de fer. Ils ont entre 30, 40, 50 ans. Ils ont démarré, ils avaient 10 ans, 5 ans, 2 fois par jour, avec un savoir qui s'est passé de génération en génération. Et évidemment que c'est ultra riche. Au Kazakhstan, il y a énormément à apprendre, hein. Moi, quand on voit les Kazakhs dans la plupart des combats, que ce soit des circuits pro ou pas pro, les mecs, physiquement, c'est pas du tout les plus impressionnants, hein. Mais pas loin de là. Mais c'est des machines de guerre sur la table. Des machines de guerre. C'est-à-dire un niveau de technique, un niveau de rapidité, d'exécution, c'est magnifique à voir. Et ça, c'est parce qu'en fait, ils vivent bras de fer, ils respirent bras de fer. Ils sont nés comme ça. Ils sont nés dedans. Donc c'est sûr que c'est extrêmement intéressant, techniquement, culturellement, d'aller échanger avec ce genre de personnes. Qu'est-ce qu'il en est du dopage dans le bras de fer? Parce qu'on voit des gars qui sont assez monstrueux, tu vois, on parlait de Devon Larratt,
Donc sans doute l'un des plus connus. Tu parlais de Levan. Moi, je vois bien Michael Todd aussi, ceux qui sont assez populaires, qui font des vidéos sur YouTube, tout ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est du dopage dans ce sport où certains donc sont dans une organisation un peu ailleurs et gagnent des milliers de dollars car en vivent bien, ou dans Ouais. des pays un peu comme le Kazakhstan, même si voilà tu peux pas te donner que ton avis, il faut prendre des pincettes, mais où c'est des Oh, sports alors moi, je nationaux. prends pas de pincettes. Par Ok, contre, bon je je prends t'écoute pas, alors, vas-y, balance je prends balance pas tout. de pincettes à ce niveau-là. Tu sais ce que je pense à ce niveau-là. Donc, on va pas prendre de pincettes sur ce sujet-là. Alors, si, il y a deux choses. Déjà, évidemment que dans toutes les organisations privées qui proposent les 30, 40 000 par combat, où il y a toutes les machines de guerre, là-bas, il n'y a pas de contrôle antidopage, hein. Il n'y a pas de contrôle, c'est doping test free. Voilà. Évidemment, on se doute bien qu'ils sont, alors tous, on peut pas parler de tous, mais que voilà, tous ceux que tu as cités, on sait évidemment qu'ils sont chargés comme des mules, c'est évident, hein, faut être très niais pour ne pas le voir, ou ne pas connaître le sport. Alors, dans ce milieu-là, alors déjà, à l'échelle française, moi, de ce que je peux voir, ça reste extrêmement clean. Donc, dans notre fédération, au niveau de la FF Force, alors attention, je dis pas tout le monde est clean, hein, évidemment que non, mais de ce que je peux voir autour de moi, c'est vrai que ça reste bien clean. Est-ce que tu sais combien il y a de Euh, licenciés en France sur le bras de fer? alors, licencié, on est, oh là là, combien on est là? Je crois qu'on était 200, 300 à la complète, on doit être, je sais pas, 500, 600, je dirais. Ok. Bon, les chiffres à prendre, Ouais, voilà, ouais, à la à louche, peu hein, près. j'ai pas tous les trucs, mais de toute façon, si on n'y est pas, on y sera très bientôt, parce qu'il faut savoir que d'année en année, chaque année, t'as des nouveaux clubs qui s'ouvrent, t'as des nouveaux, enfin, là, le sport, il est en train d'exploser. On est vraiment sur une petite courbe exponentielle, donc c'est cool. Mais donc, du coup, au niveau du dopage, voilà, il y a des tests de par la FF Force sur les compétitions nationales. Au niveau Europe et monde, il y a des tests aussi qui sont faits. Donc, c'est sûr que si tu compares les physiques des athlètes sur le circuit officiel, donc WAF, et que tu compares tous les circuits autres, organisations privées, tu vois qu'il y a un problème. C'est-à-dire que nous, tu vois bien que passer la catégorie des 100 kilos, t'as plus grand monde qui a les abdos, tu vois, ce qui est normal. Et quand tu prends les catégories lourdes, super lourdes, faut dire ce qui est, il y a beaucoup de gros tas. Donc, ce qui est normal. Tu vois, t'as pas des mecs de 150 kilos secs sur la table. Maintenant, ça veut rien dire. C'est pas parce que c'est officiellement un endroit où il y a des contrôles et que les mecs ont l'air plus naturel que voilà, c'est comme tout malheureusement. Le voleur a toujours une avance sur le gendarme. Bah, c'est pareil. Je sais pertinemment qu'à la WAF, tu as des gens qui sont chargés et qui passent à travers les contrôles ou qui gèrent très très bien leur cure et qui y arrivent. Maintenant, moi, quelque chose qui m'a rassuré, c'est qu'au début, tu vois, quand tu débutes dans le sport un peu à haut niveau, parce que il y a aucun autre sport où j'ai fait du haut niveau. Je faisais beaucoup de muscu, un peu de sport de combat, mais j'ai jamais été à haut niveau. Et je me suis dit, mais parce que moi, bon bah, tu le sais, enfin je te l'ai déjà dit plusieurs fois, moi, je prends rien et je ne veux rien prendre. Je veux rester naturel. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et partant de là, je me suis dit, mais est-ce que je peux vraiment aller loin en fait? Est-ce que je peux faire quelque chose ou est-ce que c'est vraiment être contre les vagues et qu'en fait je perds mon temps entre guillemets? Et je m'aperçois que les résultats que je fais sont loin d'être ridicules. C'est-à-dire que quand je fais neuvième au monde, faut savoir que neuvième, le combat qui m'a fait éliminer, ça se jouait à un poil de cul et c'était la place pour la cinquième place. Tu vois, c'est un combat pour la cinquième. Le gagnant passait en cinquième place, le perdant en neuvième. Au niveau des poules, c'est comme ça. Donc en gros, avec que quelques années de bras de fer, je me rapproche du podium. Et au niveau Europe, c'est encore plus palpable. C'est-à-dire que là, quand je vais aux Europes le mois prochain, pour moi, le podium ou une troisième place, c'est accessible. C'est accessible. Et sans rien prendre. Et je n'ai que 8 ans de bras de fer. Donc, je pense que c'est un sport quand même où comparé à d'autres sports, par exemple si on compare avec de la force pure, force athlétique basique, où là malheureusement en fait c'est clairement les watts, les chevaux que tu vas en dehors du côté technique, c'est vraiment les chevaux que tu vas développer qui vont faire lever la barre. Là, il y a tellement une notion de technique, d'expérience, et il y a tellement de l'aléatoire, c'est-à-dire que la combativité du mec à l'instant T, etc., que j'ai l'impression que, enfin c'est même sûr, on peut quand même faire des choses sans rien prendre, et ça fait plaisir en fait, ça fait vraiment plaisir et ça motive. Et est-ce qu'il y a malgré tout je sais pas, t'as des petits rituels justement, tu parlais de combativité, tout ça, des petits rituels ou je sais pas, c'est une connerie, tu prends un café juste avant de passer ou est-ce qu'il y a des trucs comme ça que toi tu mets en place pour justement te Alors il y mettre dans avait, le bon état d'esprit et être le plus combatif possible? alors il y avait, alors une chose qui n'était pas une bonne idée, c'était quand à une époque où je prenais des boosters, Ok. parce qu'en fait pourquoi alors?
c'est une bonne idée, mais pas de cette manière-là. C'est que je prenais des boosters tout faits. Le problème, c'est que les boosters, ouais, ok, il y a de la caféine, donc ça te permet de te stimuler. Des fois, il y a de la tyrosine. Je crois que si je dis pas de conneries, ça te permet aussi un peu la Ouais, concentration. mais bien sûr, ça aide un peu à Voilà, être plus concentré, ouais. c'est ça. Mais à côté de ça, tu as la bêta-alanine et tout le reste qui te fait congestionner comme un porc. Et le bras de fer, c'est un sport full isométrique, donc ça peut très vite arriver, la congestion qui t'handicape. Donc en fait, fausse bonne idée. Donc derrière, je m'étais racheté moi mes éléments un à un. J'avais acheté de la tyrosine, de la caféine. Tu vois, je m'étais fait moi sur mesure mon booster. Puis bon, au final, j'en suis rendu à soit je prends une gélule de caféine, soit honnêtement, ça va faire 2-3 ans, je prends strictement rien en fait. Mon booster, c'est juste que j'aime ça et que quand j'arrive, mon cerveau se déclipse. On passe en mode, on arrache tout. Et puis c'est parti Mais quoi. est-ce que tu vois, moi je me souviens de l'époque, pareil, c'était un peu les compétitions de fou, de développé couché, où il y avait Ryan Kennedy, Scott Mendelson, les mecs mettaient de la musique à fond dans les oreilles, trucs comme ça. Est-ce que toi tu fais des trucs aussi comme ça pour te mettre en condition? Euh, Oui, la musique, oui, la musique, oui. Oui, clairement, alors moi, j'aime m'échauffer longtemps avant. C'est-à-dire que j'ai déjà un premier échauffement général, avec des étirements, je sautille sur place ou je monte les escaliers, je descends, tu vois, je fais ça déjà 1 heure avant. Euh, pour être, voilà, chaud, pour être réveillé, pour être actif. Et ensuite, j'ai l'échauffement spécifique, on va dire 20-30 minutes avant de passer. Et que ce soit l'un comme l'autre, que ce soit en gros depuis 1 heure, oui, j'ai mes écouteurs et je me mets dans mon monde avec ma musique pour oui, essayer de me mettre dans ma bulle et passer en mode maintenant c'est sérieux quoi. C'est pas tant le fait que j'ai besoin en fait de me mettre en mode de c'est la guerre agressif parce que ça je peux le faire à n'importe quel moment en déclipsant mon cerveau tout seul. Ça c'est pas le problème. C'est plus le fait que quand tu es dans ce genre d'ambiance, il y a les potes et tout ça. Moi, je suis un gros déconneur, je fais des conneries toute la journée avec eux. Donc, c'est juste en fait retirer ce côté, allez, c'est fun, on est avec les potes, retirer ça, et là, on est sérieux. Là, on va faire son travail maintenant. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est des blessures? Parce que là, pareil, c'est l'hécatombe chez les plus connus, là. Ils sont tous, j'avoue qu'ils sont en miettes, hein. Là, dernièrement, c'est quand même, c'est Bah, gratiné, après, quoi. c'est l'extrême aussi. Enfin, là, on est dans des niveaux Ouais, voilà, extrêmes c'est pour ça déjà. que je te pose la question. Toi, à ton niveau, comment ça va? Alors, moi, à mon niveau, là, au jour d'aujourd'hui, attends, je réfléchis, je me regarde. Qu'est-ce que Alors, les seules blessures que j'ai, c'est lié à des sports de combat, donc ça va, ça va. Non, en gros, là, bah, moi, j'ai aucun problème. Là, au jour d'aujourd'hui, j'ai eu des blessures dans le passé. Donc, j'ai une fois mon épaule gauche qui donc a fait une subluxation et derrière, c'est devenu chronique. Ça m'est arrivé en mettant un coup de poing, ça m'est arrivé en luttant. Et partant de là, mon épaule, je ne la sens pas stable à 1000%. Donc, c'est pour ça que j'ai totalement arrêté de faire du bras de fer avec mon épaule gauche. Et ma deuxième grosse blessure, on va dire entre guillemets, c'était au poignet droit sur une compétition en Italie. Euh, j'ai le rétinaculum des extenseurs là qui maintient les tendons sur le dos de la main, qui s'est un peu déchiré en fait suite à une ouverture de main trop violente. C'est les deux seules blessures qui Et me ça, sont arrivées. comment ça a guéri, ça? T'as pris du repos ou t'as fait une opération? Qu'est-ce qui s'est Oui, passé? Plus repos, de repos? les deux repos complets, repos complet. Donc là, il y a rééducation à faire évidemment. Moi, alors je veux pas parler pour tout le monde et pour tous les kinés, mais dans les deux cas, mes rééducations, j'ai beau avoir essayé plusieurs kinés, les kinés basiques, hein, j'ai sur Doctolib là et je cherche un kiné. Bon bah ça a été de la merde tout le temps. Les mecs s'occupent pas de toi, les mecs en fait on dirait qu'ils vont rééduquer une mamie pour qu'elle puisse prendre la télécommande, mais j'avais beau leur C'est parce que expliquer, je suis tu l'auras pas sportif. serré la main comme il fallait. Ben, je pouvais pas. J'avais Ah, plus mais de avec main. l'autre main, avec l'autre main. Avec l'autre main, ouais. Donc, au final, je me suis beaucoup renseigné de mon côté. J'ai pris des conseils, j'ai sur Internet, voilà, et j'ai fait entre guillemets moi-même mes rééducations à chaque fois. Donc, ça s'est bien passé. C'est bien revenu. Alors, on revient jamais exactement comme avant, de ce que j'ai remarqué, quelles que soient les blessures, on n'est jamais exactement comme avant. Ça veut pas dire qu'il y a de la douleur, mais il y a des petites différences, que ce soit en termes de mobilité de mon poignet, en ressenti de mon épaule. Donc, on va dire que pour l'instant, là, moi, au jour d'aujourd'hui, je suis nickel. Aucune blessure, en pleine forme. Évidemment, quand tu fais ce sport depuis 8 ans à haute intensité, quand tu dis je suis nickel, c'est pas ce que les gens lambda pensent être nickel. T'as toujours une sensation, t'as toujours une petite douleur, tu sens que t'es usé, mais c'est pas lié au bras de fer, c'est lié au sport à haut niveau. Je ferai du rugby à haut niveau depuis 8 ans. Je pense pas que t'es des mecs qui se lèvent le matin et se disent bah, je suis super bien. Après, c'est très difficile de trouver l'équilibre juste
entre je progresse et je maintiens ma santé, voilà, ou je détériore pas ma santé. Il y a toujours un point d'équilibre qu'on a du mal à trouver. Bah, tu verras avec les années, vu que tu es un peu plus jeune que moi. Mais c'est toujours ce point-là que moi je cherche et je me dis, mais où est-ce qu'il est, J'ai Ah, c'est l'impression sûr. que en fait, il faudrait presque pas en faire, quoi. Bah, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux faire. Si tu es là pour te dire, je vis le plus longtemps possible, le mieux possible, bah, faut vivre dans un milieu aseptisé, faire le moins possible, tout contrôler. Mais à un moment donné, si tu as envie d'aller au charbon, tu as envie de ressentir des émotions, de la douleur, enfin, c'est la vie, quoi. Donc évidemment que mon bras droit sera en moins bonne santé, je pense, que si je n'avais fait que de la musculation quand j'arriverai à 50, 60 ans. C'est évident. Ça serait bête de le nier. Maintenant, le bonheur que je prends à faire ce que je fais, ben, ça vaut largement le fait d'avoir un bras moins fort plus tard, quoi. Tu disais que toi, tu fais que le bras droit parce que le bras gauche, tu as eu quelques soucis d'épaule. Est-ce que ça, c'est courant chez les autres pratiquants de bras de fer sportifs de faire qu'un seul bras ou la plupart, ils font les deux? La majorité font les deux. Et La grande est-ce que majorité quand tu font les deux. t'entraînes, je rajoute une question, quand tu t'entraînes, est-ce que donc tu fais ta pronation et ta flexion palmaire à bras droit, est-ce que tu fais quand même un peu à gauche ou pas du tout? Absolument pas. Ah ok, C'est pour ça donc que t'as une différence de volume entre les deux avant-bras? alors oui, bah alors c'est marrant que tu me dis ça parce que bah, si les gens écoutent, ils pourront aller voir. Ils vont peut-être te prendre pour un tennisman alors. On peut, ouais, on peut. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a 2 jours, là, 2 ou 3 jours, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc la chaîne, c'est France Arm Wrestling. Et en fait, c'est une vidéo où je compare mon bras gauche et mon bras droit après 8 ans de bras de fer. Et Et alors? donc je mesure mes mensurations à froid. Ensuite, je fais des tests d'amplitude des doigts, du poignet et des coudes. Et ensuite, un test de force sur tous les axes avec dynamomètre. C'est vraiment une vidéo très précise. Ah mais je vais aller voir ça, c'est intéressant. Ah ouais, c'est super intéressant, honnêtement. Même quelqu'un qui est hors bras de fer, c'est intéressant. Tu vois comment ton corps s'adapte à ce que tu lui demandes de faire. Et autant j'ai des axes, les axes en fait, plus ça va être spécifique, plus je vais avoir un écart énorme, et moins ça va faire intervenir le poignet, plus ça va se rapprocher, vu que je fais de la muscu des deux côtés, ça passe. Donc on va dire que l'axe où j'ai le moins d'écart, je suis à 15% de force en moins, et l'axe où j'ai le plus d'écart, j'ai 61% Oh d'écart. putain, ah, t'es pas le même gars quoi. Non, rien à voir. Et en termes de mensuration, alors attends, je l'ai en tête, je Bah, tu crois, m'as dit ouais. la fois t'avais 42,5 d'avant-bras. C'est toujours pareil. Donc j'ai 42 et demi à froid d'avant-bras droit, mais j'ai 39 à gauche. Oh merde, 3 centimètres. Et ça te gêne pas ça psychologiquement? 3 cm et demi. Ouais. Et encore, quand je pars en congestion, faut savoir que mon bras droit a une capacité de congestion plus importante. On le voit, rien que mes veines de l'avant-bras sont plus épaisses que les veines du bras Oh gauche. merde. Donc la capacité de congestion est plus importante. Donc même si je mets les deux à chaud, là je vais passer à 4 cm d'écart facile. Oh. Au Et, niveau, euh, vas-y, vas-y. au niveau poignet, j'ai 1 cm d'écart. Donc, quand je prends vraiment au même endroit, sans tricher, j'ai 21 poignet droit et j'ai 20 poignet gauche. Euh, Est-ce que, je repose la question, est-ce que psychologiquement c'est pas gênant pour toi d'avoir une telle différence? ah non, j'adore. En termes de volume, tu vois, peut-être là, tu dis, oh, merde, Mon bras droit, j'ai un bras tout fin, c'est... 39 d'avant-bras, c'est déjà gros, hein. Mais se Oui, dire, c'est oh, putain, ça. j'ai un bras Non, solide et un tout maigre, entre guillemets. ouais, ben non, je prends ça en rigolant, c'est du fun. Non, pour moi, en fait, c'est un peu comment dire, c'est Devon Larratt qui a créé un peu ce concept de Giant Pumpkin. C'est pour ça que souvent je mets ça sur mes réseaux sociaux. C'est la citrouille géante. Parce qu'au Canada, lui, il est canadien, ils font des concours de citrouille la plus grosse. Et il explique, en fait, quand tu as ton plant de citrouille qui pousse, tu coupes tous pour en laisser qu'un seul et que toute l'énergie aille sur un seul. Lui, c'est ce qu'il a fait avec son bras droit. Et moi, c'est pas à la même échelle, mais en rigolant, j'ai dit, je fais The Way of Giant Pumpkin, quoi. Et Pas mal. moi, je le vois un peu comme ça. C'est ma petite Pumpkin à moi, tu vois. Et quand je vois les différences, en fait, en gros, c'est comme si mon bras gauche n'existait pas. C'est-à-dire, des fois, sans m'en rendre compte, la journée, tu sais, je touche mon avant-bras. Je palpe, il est toujours là, il va bien, est-ce qu'il a mal? Tu vois. Alors que mon bras gauche, c'est comme s'il n'existe pas. J'en ai rien à faire. C'est comme c'est mon mollet. Ben, justement, ça m'emmène sur une autre thématique que je voulais aborder avec toi, c'est la récup. Est-ce que tu fais des choses pour améliorer justement cette récupération de ton avant-bras droit? Parce que je comprends bien que voilà, tu mets tout sur cet avant-bras-là, comme dit Devon Larratt, bah c'est bien quoi. On voit bien qu'on a des capacités de récupération un peu limitées, d'énergie limitée, tout ça. Est-ce que tu fais des trucs en plus pour améliorer ta récup? Alors moi, ce que je fais, c'est du blood flow, donc de l'apport sanguin. Ouais. C'est-à-dire Ok, que donc tu fais une sorte de garrot et tu relâches, c'est ça? alors des fois avec, des fois sans. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de faire. Alors quand je dis blood flow, c'est plus mes circuits où en fait je vais faire un gros apport sanguin
Le blow flow restriction, donc le BFR, ça, c'est avec le garrot. Ah, donc toi, tu fais plutôt des séries longues alors. Oui, voilà. Mais ça m'est arrivé de le faire avec le garrot. Tu vois, je l'ai déjà fait. Là, ça fait quelques temps, années que je le fais plus, mais j'ai déjà fait. Donc moi, mon but, c'est vraiment en fait de trouver l'axe qui va être douloureux sur une poulie. Et quand je sens que ah oui, là ça tire un peu, eh ben c'est parti, la j'enquille. Et je fais. Alors des fois, je compte même pas en nombre de répétitions. Des fois, je vais compter en termes de temps sous tension. Je vais peut-être me dire pendant 1 minute, je fais là où j'ai mal. Et en fait, ça apporte du sang. En fait, la grosse problématique, c'est que le bras de fer, les lésions, oui, les lésions entre guillemets, hein, les lésions, on va dire naturelles de l'entraînement, le stress que mène l'entraînement, sont comme la musculaire, mais il y a aussi beaucoup des tissus conjonctifs, des tendons, ligaments qui vont manger. Et ça, contrairement au muscle, c'est pas irrigué H24. C'est-à-dire que ton muscle, quand tu dors, il est irrigué, le sang apporte les nutriments que tu as bouffés, ça se reconstruit. Mais il y a il y a certains tissus qui sont très peu irrigués et ils ne le sont que lorsqu'ils sont en mouvement. Et c'est pour ça que en bras de fer, c'est très important de faire des séries très longues et du blood flow, donc voilà, de l'apport sanguin sur les zones douloureuses pour amener des nutriments et du sang en fait. Et tu fais ça souvent? Bah, ça dépend en fait de comment je me sens déjà. Si je sens que je suis vraiment frais en début de prépa, des fois je m'entraîne 7 sur 7 hein, et ça va. Genre mon avant-bras est devenu de plus en plus, il arrive à, on va dire, accumuler de plus en plus de volume d'entraînement avec le temps. Donc au début j'en fais pas trop, puis milieu de prépa et fin de prépa comme en ce moment. Là par exemple en ce moment dans 15 jours je vais en Europe, j'ai arrêté tout travail lourd, mais c'est fini. Même en muscu, hein, je stationne mes poids, je suis entre guillemets sur des RPE faibles. Et je fais beaucoup de blood flow pour reconstruire au maximum. Pour le jour J, pas être handicapé par de la douleur. Ok, donc en fait, tu le fais plutôt par rapport aux tensions que tu peux sentir, parce que là, j'imagine, si tu fais plus de lourd en muscu, donc tu as peut-être moins de douleur, moins de trucs comme ça, tu peut-être rien, entre guillemets, pour toi, mais tu fais quand même des petits circuits comme ça. Non, en ce moment, j'ai mal. En ce moment, j'ai pas mal. C'est pas des douleurs nocives, mais en ce moment, je sens que mon bras vient de se taper 6-7 semaines assez extrêmes. Je le sens. Et donc là, tu parlais de 1 minute, donc tu fais 1 minute un angle, 1 minute un autre angle et tout. En fait, ça fait combien de minutes au total ce circuit? Oh, honnêtement, je compte pas. Tu sais, je fais ça quand c'est pas, on va dire carré, millimétré, parce que je vais pas à la salle pour ça. C'est-à-dire que je fais ça des fois quand je travaille en salle. Donc c'est dès que je passe devant ma poulie, je congestionne bien. Dès que je sature tellement je suis congestionné, hop, je pose, je fais 2-3 tours, je m'occupe de la salle, hop, et puis je repasse dans la poulie, je refais pareil. Tu vois, c'est plus une manière de vivre qu'un protocole. Tiens, on va à la salle à 16 heures et on fait ça. Quand tu dis que tu t'occupes de la salle, qu'est-ce que ça veut dire? La gestion de la salle, donc je prends les adhésions, je Ah, m'occupe des adhérents. t'es gérant de la salle de bras de fer, là où t'es? Oui, on a non, alors pas la salle de bras de fer, une salle de musculation pure, mais bon, forcément, j'ai amené ma table et je convertis les gens au bras de fer. Mais oui, je travaille dans une salle, je gère une salle associative. Est-ce que tu veux donner le nom, s'il y en a qui sont dans Ah le oui, coin? c'est le Stade Laurentin Musculation. Donc c'est à Saint-Laurent-du-Var au niveau du gros stade de foot. Ok, et c'est là-dedans aussi que tu fais le bras de fer ou tu vas dans une autre salle pour le bras de fer? Je vais dans une autre salle pour le bras de fer aussi qui est sur Drape. Donc c'est le Pacte des Ferristes, c'est on va dire le club officiel. Mais je fais aussi à Saint-Laurent-du-Var. En fait, partout où je vais, je ramène mon bras de fer, hein, ça c'est sûr. Et ce qui est marrant, c'est de voir que quand je suis arrivé à Saint-Laurent, au début, les gens ils comprenaient pas trop ce que je faisais. Et maintenant, j'ai une petite équipe de 4-5 jeunes qui sont à fond là-dedans. Il y en a un, il s'y est mis vraiment à 100%. Il a participé au championnat de France. Ça crée des vocations. Ah ouais, il y a un dernier point que je voulais aborder avec toi, parce que là, tu dis que tu as ramené ta table de bras de fer. Il y a un matériel spécifique, donc, pour le bras de fer. Tu peux pas le faire sur, ton bar, Alors, c'est-à-dire, tu parlais de bar, ou, tu vois, une pour table faire basique. du bras de fer vraiment ou du sparring, c'est sûr que vaut mieux le faire sur une table homologuée aux, aux dimensions normées. C'est la base. Et est-ce que Après, ça, on trouve facilement des tables de bras de fer? maintenant, ça se trouve, ouais, maintenant, ça peut se trouver assez facilement. Combien ça coûte une table de bras de fer? On va dire que tu peux trouver des tables d'entraînement à premier prix autour des 300, je dirais. Ah ouais, ça a bien Euh, diminué. Ah ouais, ça a sacrément Après, diminué. les tables compétition officielles, on reste sur 600, hein, au moins, comme avant. Hein. Ah ouais, ça a bien, bien, bien diminué quand même. Ouais. Donc ça, voilà. En sachant qu'après, on peut toujours se faire soi-même ces tables une fois que les dimensions sont facilement trouvables. Donc bon, quelqu'un qui bricole un peu, ça peut se faire. Et du coup, donc, si c'est juste du renforcement spécifique pour le bras de fer, avec des poignées, etc., ça suffit largement. Dans une salle traditionnelle, ça suffit.
Maintenant, si on veut faire du sparring, c'est sûr qu'il vaut mieux une table, et en sachant que la table te servira pas que pour les sparring, c'est-à-dire que tu vas pouvoir placer ta table sous les poulies et venir travailler dessus pour mimer le geste du combat. Donc c'est intéressant d'avoir du matos. Tout à l'heure, tu disais que tu t'étais mis à faire un peu plus d'activité cardio en plus du bras de fer. Et là, je comprends bien, tu t'entraînes 6 ou 7 fois par semaine pour le bras de fer. Est-ce que ça t'a pas gêné, justement, en termes de récup ou Si, en fait, en période de prépa, c'est-à-dire que un mois et demi, 2 mois, on va dire, allez, un mois et demi avant l'échéance bras de fer, là, je réduis drastiquement les sports de combat, tout ce qu'il y a autour. Les circuits de conditioning, j'aime bien faire des circuits un peu hard, tu sais, courir avec des gilets lestés, monter les escaliers avec les gilets lestés, faire des tractions, tu vois, des circuits un peu intenses. Bah, j'en fais que, allez, 2 fois par semaine maintenant. Alors que hors prépa, je peux faire ça tous les jours. Ok, ok, ouais, donc t'as quand même réduit, parce que je me disais, putain, Oui, tu oui, je t'entraînes à fond, en fait. T'es pas professionnel, mais tu t'entraînes. Ben, en fait, j'ai la chance d'avoir voilà un métier qui me laisse le temps. Donc, à mon métier principal, je finis tôt. Donc, j'ai toute l'après-midi entre guillemets pour faire ma passion, donc qui est le sport. Et les jours où je suis en salle, bah, je suis en salle. Donc, évidemment que je travaille et j'œuvre pour la salle, mais tu passes toujours à côté d'une poulie. Je peux toujours faire quelque chose, renforcer mon griffe, faire un petit truc, ça, tu vois, pendant mon travail. Donc, oui, tous les jours en fait, je suis dans le sport. C'est la période où j'ai perdu du poids. Clairement, hein, je travaillais moins. Euh, je travaillais moins en termes de pour être rémunéré, hein, tu vois, mais du coup j'ai compensé avec le sport, c'est-à-dire que je faisais des 4 heures par jour des fois. Ah Je me ouais. rappelle, j'avais 2 fois de la natation par semaine, 2 fois de la marche, 2 fois du running, 2 fois muscu, 2 fois bras de fer. Voilà. Et les trous entre, j'appelais des potes pour faire le sport de combat. Donc Revoir ta reconversion à l'UFC, quoi, si j'ai bien compris. ah non, l'UFC c'est un peu non, honnêtement, clairement c'est le genre de sport. Des fois je me pose la question parce que j'adore vraiment vraiment les sports de combat. Je suis persuadé je pourrais faire quelque chose si je m'y mets alors que je dis quelque chose, c'est pas aller champion du monde machin, attention, mais m'amuser à mon niveau, progresser. Oui, mais forcément j'ai une marge de progrès énorme parce que je suis des entre guillemets débutants, je fais juste correct. Et donc ça me branche beaucoup, hein. Mais bon, à un moment donné, il faut faire des choix. On n'a qu'une vie. Je suis très bon dans le bras de fer. J'aime ça. C'est un sport qui est naissant, donc je peux œuvrer pour la croissance de ce sport. Donc en dehors du côté sportif, c'est qu'il y a un côté où c'est un honneur pour moi de démocratiser ce sport. Tu vois, comme là, faire connaître ce sport par le biais de ton podcast, c'est un bonheur. Donc, ben écoute, il faut faire le choix, hein. Je reste dans le bras de fer et je fais la bagarre pour le plaisir. Et est-ce qu'on peut suivre les compétitions en ligne? Je veux dire, est-ce que c'est en live sur YouTube ou pas encore? Si. Alors cette année, je sais plus. Alors les France cette année, je sais plus comment ça s'est goupillé parce que sur place il y avait la FF Force qui avait je crois qu'il y avait son équipe de tournage. Eux devaient faire des lives. Il y avait, je crois qu'il y avait France 3, il y avait l'équipe 21, il y avait, je me demande s'il n'y avait pas M6. Il y a de plus en plus de médias sur place et il y en a toujours un qui fait un live normalement. Et en sachant que si on parle de niveau Europe et monde, la WAF fait des lives toute la journée. C'est-à-dire qu'il y a une caméra qui est sur chaque table et tu as live table 1, live table 2, live table 3 et en fait les proches, la famille, les gens qui veulent suivre la compétition, ils peuvent sélectionner la table de leur choix et ils le regardent, c'est des lives qui durent 9 heures, qui durent toute la journée quoi. Et d'ailleurs, comment ça marche un combat? C'est une manche, t'arrives, pof, c'est celui qui couche l'autre qui a gagné? En tournoi, c'est comme ça que ça se passe. Ah, C'est-à-dire il y qu'on a a qu'une des seule manche alors. Ah ouais. alors oui, tu as droit à 2 défaites. C'est-à-dire que admettons en fait, il y a un repêchage. Tu as le droit de perdre 2 fois. Tu as le droit de perdre une fois et la deuxième fois, tu es éliminé. En gros, tu arrives, il y a des poules, 2 par 2, et chaque gagnant monte d'un cran. Admettons, tu perds, hop, tu es mis dans un groupe qu'on appelle le groupe repêchage, avec tous les perdants, donc tous ceux qui ont une défaite. Et là, en fait, il va y avoir des poules pour voir celui qui va s'en sortir en haut, qui va réintégrer les semi-finales. Parce que ça peut arriver, ça peut être un hasard. Tu prends le meilleur mondial à ton premier combat, tu perds, tu peux pas finir dernier. Tu peux pas faire 20 sur 20, alors qu'en fait, tu es peut-être deuxième au monde. C'est juste que tu as pris la mauvaise pioche au début. Donc, ben, tu as cette deuxième chance. Tu as le droit de perdre une fois et de rejouer derrière, quoi, entre guillemets. Ok. Mais Ok, je sinon, oui, c'est qu'une manche, hein, c'est qu'une manche. Donc après, il y a les deux arbitres qui sont là, donc pour veiller à l'équité du combat. C'est-à-dire qu'il y a les personnes ils vont placer au niveau des mains, que tout soit vraiment équitable.
Et il y a le go, donc faut partir au go de l'arbitre, extrêmement explosif. Hein. Les gens qui pourront regarder les vidéos de bras de fer se rendront compte que c'est pas comme on l'imagine. Hein. C'est pas ok, on force, on y va. Non, non, c'est extrêmement explosif comme démarrage. Et il y a un arbitre qui va checker le coude d'un opposant et le deuxième arbitre qui check le coude de l'autre. Si jamais le coude sort du pad, hop, on arrête le match, il y a une faute. On repart, et s'il y a 2 fautes, la manche est perdue. Ok, ouais, donc ouais, ça c'est. Ok, mais je voyais quand je regardais un peu les combats, des fois t'as des gars qui faisaient exprès d'enlever leurs mains, tu sais. Dire ah ça glisse quand ils voyaient qu'ils Alors, perdaient. ouais, slip out, voilà. Alors en fait, c'est quand il y a différentes techniques dans le bras de fer, et donc tu as l'intérieur qu'on appelle le hook, l'extérieur qu'on appelle le top roll. Bon, il y en a d'autres, mais on va rester sur celle-là. Si on a 2 personnes qui font un top roll, donc qui tapent sur le haut de la main, si les 2 font ça en même temps de manière très forte, il y a de fortes chances en fait que les mains avec la pression, hop, ça lâche. Ils n'arrivent plus à gripper de la manière dont ils tirent et ça lâche. Et là, en fait, il y a un rematch avec la sangle. Donc l'arbitre sort une sangle et vient sangler les mains de l'adversaire. Et à partir de là, Donc là t'as la main, t'es attaché avec l'autre. voilà, t'es attaché. Sauf que ça change un peu le game d'être strappé, ce qu'on appelle strappé. Ça change la dynamique de combat. Alors, je te dis dans les grandes lignes, parce qu'évidemment, il y a plein de techniques encore à la sangle, mais dans les grandes lignes, une personne qui sera plus forte au niveau du bras, de la poussée latérale et moins de la main, elle pourra être avantagée à la sangle. Mais bien Parce sûr. qu'à la sangle, même si ta main, entre guillemets, tu la perds, tu as une partie de la sangle qui te sangle au niveau du poignet. Et donc, ben, tu gardes un point de pression. Donc, tu as des gens qui, par exemple, ne tirent absolument pas en top roll, donc en extérieur, mais qui, pour aller au strap, vont simuler une technique de top roll et simuler un lâcher. Oh non, ça a lâché. Allez, en double strap. Tu vois, ça fait partie un peu des vices du truc. Et c'est de l'expérience, tu vois. Ok, ouais, peut-être t'es jamais à l'abri de. Après c'est partie de la stratégie, j'imagine aussi, mais une stratégie un peu fourbe quoi. Ah oui, bah il y a la technique, la force, et il y a derrière la tactique, la stratégie, exactement, exactement. Donc c'est là où l'expérience prend son sens, et c'est là où c'est ce que je dis toujours moi aux personnes que je vais coacher en bras de fer, etc. C'est n'hésitez pas à faire des tournois le plus possible, même si vous allez perdre. Évidemment qu'au début on perd, c'est pas grave, mais l'expérience que tu vas prendre dans les tournois, l'expérience de entre guillemets la pression d'être sur l'estrade avec la foule, les arbitres officiels qui te donnent des commandements, c'est important, c'est important. Donc il faut aller en tournoi, il faut faire des compétitions. Et au pire, vous faites 2 défaites, c'est pas grave. Derrière, il y a ce qu'on appelle l'after pooling, c'est-à-dire qu'il y a tous les athlètes qui après se retrouvent, c'est convivial et on peut se tester tous sur la table. Donc moi, j'incite les débutants à faire des tournois pour prendre en expérience. J'arrive un peu au bout de mes questions, Alan. Euh, S'il y a des gens qui veulent donc en savoir plus, tu as parlé de ta chaîne YouTube. Est-ce que tu as aussi un compte Instagram, un compte Facebook Oui. Alors alors, Facebook, non, j'utilise pas trop. Par contre, ce que j'essaye de développer le plus, c'est mon Instagram. Donc mon Instagram, c'est soit on tape Alan Barberis, donc Alan avec 2 L, soit on tape France Arm Wrestling. comme la Donc chaîne Arm YouTube Wrestling, alors. c'est le sport. Voilà. La chaîne YouTube, c'est France Arm Wrestling. Bah, de Sur toute façon, Instagram, t'es un on des me seuls trouve qui avec fait les du deux. contenu de toute façon sur le bras de fer en France. On était 2 principaux, puis il y a une personne ou 2, je crois, qui a recréé une chaîne. Mais oui, on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup du tout à parler de bras de fer en France sur une chaîne francophone, en fait. C'est très rare. Voilà, donc moi j'essaie de faire des vidéos assez régulièrement, si j'en ai une par mois, des fois un peu plus, des fois un peu moins, mais une moyenne d'une par mois. Soit en fait je fais un peu des vlogs où je montre l'ambiance et je montre quand on part en compétition. Donc ça c'est des vidéos un peu fun où c'est plus entre potes, on rigole, on voit l'ambiance des compètes. Et des vidéos un peu plus techniques, comme la dernière que je viens de faire, où je compare mon bras gauche, bras droit, où là c'est beaucoup plus technique, mesuré, cadré, où là ça n'a rien à voir. Donc j'essaie de faire un peu de tout. Et en sachant que sur mon Instagram, là quasiment tous mes trainings sont sur mes stories. Donc en fait, on peut suivre mes semaines type en permanence sur mon Insta. Ok, ouais, donc t'en mets un paquet alors. Sur mes stories Insta, elles sont pleines quasiment tout le temps. Après, j'ai des publications, etc., des réels Et que ça je peux retrouver. t'ennuie pas de filmer toujours? Ça te gêne pas dans ton Alors, entraînement? au début, j'étais pas du tout réseaux sociaux, mais vraiment pas. Hein. Moi, là-bas, je suis un mec de la forêt asociale. Et en fait, je me suis rendu compte que
déjà de un, pour le partage de la passion, c'est quand même super intéressant. C'est-à-dire que on est une petite niche en bras de fer en France. Donc, quand tu arrives enfin, je vais pas en parler à beaucoup de personnes du bras de fer. À ma salle, ça va pas intéresser vraiment beaucoup de gens. Si je parle vraiment en technique, si je parle d'exercices, de répétitions, voilà. Donc, avec Instagram, ça permet de faire un lien et d'être en lien permanent avec ma communauté de gens passionnés, de gens qui sont intéressés. Et du coup, j'ai l'impression de jamais m'entraîner vraiment seul, comme si, bah, je sais que je m'entraîne, je fais une séance et derrière, il y a des gens qui vont réagir et on va discuter. Donc ça, en fait, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est pour ça que j'ai commencé à me mettre à Instagram. Et à côté de ça, maintenant, je vois le côté un peu plus professionnel de la chose. C'est-à-dire que moi, je propose de plus en plus des suivis à distance pour du bras de fer, donc des renforcements spécifiques, gestion des douleurs, que la personne puisse progresser sans stagner. Et ben, tout ça, ma vitrine, c'est Instagram. Donc voilà pourquoi, même si des fois, ça peut être un peu chiant, oui, de mettre la caméra, enfin, et de se filmer. Bon, c'est pas, si je le fais, c'est que ça me convient. Mais j'allais voir ton compte Instagram, ça fait longtemps que j'avais pas regardé. T'as changé de coupe de cheveux? T'as plus la coupe de cheveux du Ah, c'est ferriste? fini, c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Ferry. Alors, pour ceux qui connaissent pas, normalement, si pour une installation de bras de fer, à l'époque, en tout cas, tout le monde avait un peu le même style, c'est-à-dire polo, queue de cheval, gros bras, Ça, gros avant-bras. Et là, je vois ça, y est, t'as plus de queue de cheval, quoi, c'est fini. T'as une coupe de jeune. Qu'est-ce qui s'est passé? là, j'ai une couple un couple de jeunes, là, ouais. C'est pareil, c'était pour attaquer la trentaine, tout frais. Ah, bah, c'est pour ça, ouais, je viens de voir. J'ai putain, ils sont où ses cheveux? Ah non, c'est fini, c'est fini. Les anciennes publications, elles les ont, mais les nouvelles, c'est fini. Hein. T'as vu un peu comme je suis sec maintenant? Oui, mais je viens de voir, mais t'as bien séché. Mais t'as pas trop perdu de bras. On voit que les bras, t'as gardé, mais tu t'es aplati du torse, quoi. Exactement. On, C'est on- exactement on ça. voit que tu t'es aplati du torse, mais t'as gardé les bras. Ben, d'ailleurs, pour revenir, enfin, c'est un gros rebond, mais pour rebondir à ce qu'on disait au début sur la perte de force avec ma perte de poids, autant développer couché et ce genre d'exercice, mais c'était catastrophique. C'est-à-dire que j'ai arrêté de faire du couché. Hein. Maintenant, je le fais à la machine parce que sinon, je fais une Ouais, tu dépression. déprimes, bah, bien sûr. Ah ouais, donc j'ai arrêté carrément de le faire. Mais c'était vraiment drastique. De tous les 10 jours, il y avait une différence mais monstrueuse. Par contre, c'est pour ça que le bras de fer, c'est particulier. C'est des axes tendineux particuliers. Le bras de fer, je n'ai pas perdu le moindre gramme sur cette perte de 10 kilos. C'est-à-dire tous mes axes de poignet, mes axes de poussée latérale, mes axes de doigts, je n'ai pas perdu le moindre gramme, voire il y a un axe, je me rappelle, où j'ai progressé pendant ma perte de poids. Ouais, bah ça m'étonne Et pas. Le développé couché, c'est un mouvement satanique, de toute façon. Dès que tu perds un peu de poids, ah mais par oui, contre, normalement, sur tout ce qui est tirage, tout le reste, tu perds pas, mais le développé couché, tu perds. Et surtout que toi, en plus, t'es pas trop fait pour. T'es plutôt non, plat de cage, et puis tes c'est bras, ça, quoi. On voit que tu dois pas trop décoller d'en bas. Donc là, en maigrissant, t'as eu encore plus d'amplitude, donc autant dire que c'est ça. c'est la mort. Donc bah, le poids de corps, j'étais content parce que tu vois, comme quoi le poids a une influence énorme au niveau des tractions. J'avais fait un concours de traction quand je faisais 110 kilos. Je m'étais préparé pour ce concours et j'avais fait 21 répétitions. Pas Donc mal, déjà, c'est pas mal, hein. 21 à officielle 110. entière, hein. Ouais, donc c'est Vraiment bien. vraiment très clean. Là, je ne me suis plus du tout préparé pour les tractions. Avec 10 kilos en moins, j'ai voulu tester. J'ai fait 25 répétitions entières. Ouais, et puis tu peux peut-être arriver même à 30, hein, maintenant, là, avec 10 kilos de moins. Ouais, C'est vrai que tu t'entraînes un peu. ouais. Donc c'est intéressant. Maintenant, je m'amuse avec le poids de corps. Je m'amuse à un bras. Je monte en fait à deux bras en prise neutre, puis je lâche un bras et j'essaie de rester angle fermé, à me pendre à un bras. Et alors, t'arrives à tenir ou pas? Eh ben à 110, je manquais de mourir en fait, de me rupture du biceps. Et maintenant, alors quand je suis à 103, 104, c'est entre deux os. Et dès que je descends sous les 102, 100 kilos, là, je peux me maintenir 6 secondes à 90 degrés sur un bras. Ah ouais, bah ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que quand tu perds un kilo, c'est comme si t'enlevais 2, 3, 4 kilos de traction, quoi. Tu sens tout de suite que Mm. comme si ça comptait double, quoi. Ah ouais. Ah bah non, Ouais, donc, clairement. Hein. ça m'étonne pas. Voilà. Et bah, merci Alan de nos temps. C'était cool. Je pense que Ben, avec grand plaisir. tous ceux Hein. qui avaient des questions sur le bras de fer vont pouvoir aller creuser un peu plus et en savent déjà un peu Bien sûr, plus. bah, il n'y a pas de souci. S'ils ont des Et puis questions, maintenant, ils sont sur mes réseaux. ceux qui vont écouter, qui te connaissent, sauront qu'il faut pas trop te serrer la main. Voilà. Que Pas la sinon, droite, tu genre pètes la main, pas quoi. la Donc droite. moi, la prochaine fois que je te vois, je te tendrai la main gauche. Ah, la gauche, j'ai quand même fait 116. Hein. Ah merde. Ouais, donc tu sais, on l'avait acheté, le petit Dynamo, elle est finie là-dessus, pour tester à la salle, tout ça, et on a fait des petits concours entre nous, quoi, mais c'est vrai Ouais, que, ouais, putain, ouais. je me souviens, Il y en a. déjà quand les mecs dépassaient les 60 kilos, on se disait, ah putain, ils ont déjà 60, je crois le meilleur, il a vu 83 ou 84, Mhm. mais déjà, on se dit, oula, il y a déjà de la poigne, hein. Et là, Moi, 136, moi, je dis 116. toujours,
Alors après, voilà, tu sais, la notion de proportion en rapport au poids de corps, c'est pas une règle absolue. C'est pas comparable à un mec de 60 qui fait 60, un mec de 150 qui fait 150. Mais on va dire sur des poids, on va dire d'un mec qui fait entre 75-80 kilos et 120 kilos, je trouve que quand tu égalises ton poids de corps, c'est une bonne performance. Moi, je considère ça comme une bonne performance. Ah ouais, bah, tu m'étonnes que c'est une bonne perf. Voilà. Et bah, ça roule. Voilà. Et bah, sur ce, merci encore à toi, Alan, Bah, et on écoute, espère que vous avez passé un bon moment. merci à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application de podcast d'Apple, mais également sur Spotify. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.